Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, le compte rendu du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours de ce rendez-vous hebdomadaire en présence du chef de l'État, Patrice Talon. La communauté internationale va commémorer demain, 25 novembre, la journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard de la femme. Vous suivrez à ce propos un message de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio. En Éthiopie, les rebelles tigréens se rapprocheraient de la capitale. Du coup, les Nations unies ont décidé d'évacuer leurs employés. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres l'adoption du décret portant approbation des statuts modifiés et augmentation du capital de la Société des infrastructures routières du Bénin, devenue Société des infrastructures routières et de l'aménagement bien sûr du territoire par absorption de l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Et je vous invite à suivre Wilfried Léon Ngweji, porte-parole du gouvernement, pour plus de détails. L'adoption du décret portant règles de coordination des régimes de retraite entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le Fonds national des retraites du Bénin. Ce décret vient combler l'absence de tests d'application permettant l'ouverture des droits à pension de retraite pour les travailleurs ayant été affiliés durant leur carrière, aussi bien à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'au Fonds national des retraites du Bénin. La confection de la liste électorale informatisée (LEI). Conformément aux dispositions légales, la liste électorale permanente informatisée (LEPI) a expiré à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril 2021. Au terme de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, les élections doivent avoir lieu désormais sur la base d'une liste électorale informatisée à extraire du registre national des personnes physiques. En vue de la mise à disposition de la dite liste dans les délais impartis, le Conseil a approuvé le plan de réalisation qui projette à fin 2022 la disponibilité de la LEI pour sa remise à la Commission électorale nationale autonome en janvier 2023. Les différentes parties prenantes sont instruites à l'effet d'assurer la conduite diligente du processus. Le compte-rendu de la première année de mise en œuvre du microcrédit à l'AFIA au profit des couches démunies. Lancée en octobre 2020, cette formule de microcrédit basée sur la digitalisation des processus de déboursement et de remboursement permet de simplifier les formalités d'accès aux ressources et de s'assurer que celles-ci sont effectivement décaissées au profit des populations cibles. À la date du 30 septembre 2021, 106 484 bénéficiaires ont été impactés sur tout le territoire national pour un montant de 5 984 millions de francs CFA, ce qui traduit une montée en charge progressive et satisfaisante du produit. Ainsi, à fin décembre 2021, il est attendu 177 484 bénéficiaires pour un montant global de 8 760 millions de francs CFA. Par ailleurs, sur la même période, le taux moyen de remboursement des systèmes financiers décentralisés SFD vers le Fonds national de microfinance est de 106,2%, tandis que celui des bénéficiaires vers les SFD varie de 88 à 99,8% selon les départements. En outre, pour consolider ces résultats et générer plus d'impact au profit des bénéficiaires, il est déjà engagé l'intégration des numéros d'identification personnelle à la plateforme, le lancement de la phase 2 du microcrédit à l'AFIA pour les crédits allant de 50 001 à 100 000 francs CFA, l'implémentation du financement des artisans cibles de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance veillera à la poursuite de ces activités afin d'atteindre les objectifs visés.
Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, les ministres Raphaël Akot-Taillon, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou et José Didier Tonato ont défendu leur budget prévisionnel de l'année 2022. C'était hier en présence des députés à l'Assemblée nationale. Reportage. Raphaël Akot-Taillon, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou et José Didier Tonato, respectivement ministres de la décentralisation et de la gouvernance locale, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation et ministre du cadre de vie et du développement durable, ont planché ce mardi 23 novembre 2021 devant la commission de l'Assemblée nationale. Ils ont chacun à leur tour défendu le budget 2022. Prenant la parole, le chef du département de la décentralisation a exposé la réforme territoriale, mais aussi et surtout la diminution de son budget. Il y a une diminution de 6% environ, mais cette diminution n'est qu'en apparence, parce que ce budget ne tient pas compte de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, très chère au chef de l'État et au gouvernement, et qui consacre, disons, l'amélioration des conditions de vie des maires, des adjoints aux maires et de, disons, tous les acteurs de la gouvernance locale. 24 252 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation pour son fonctionnement en 2022. Un budget en hausse par rapport à celui de l'année passée. Occasion pour la ministre de tutelle de défendre et justifier ce budget. Ce budget va être consacré au développement des projets numériques en cours déjà et le développement de nouveaux projets. Et bien entendu également au développement des projets dans le secteur des médias. En matière de numérique, nous allons continuer la digitalisation de l'administration publique avec l'enrichissement de l'offre sur le portail des e-services, avec l'implication de tous les autres sectoriels. Pour José Didier Tonato, 170 milliards de francs CFA sont nécessaires pour le budget 2022 de son ministère. Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, le ministre a expliqué l'accroissement de ce budget de 68% comparativement à celui de 2021. Globalement, nous allons poursuivre la construction de la résilience du Bénin vis-à-vis des effets pervers du changement climatique par des programmes de protection côtière, par des programmes de reboisement, par des programmes de restauration des forêts classées, par des programmes de reboisement intensif allant jusqu'à la gestion des aires protégées. Tout ce que nous mettons dans le pôle environnement, climat, eau, forêt et chasse. Cet accroissement de 68% se justifie aussi par le fait que le PAG2 est basé sur les études que nous avons conduites dans le PAG1, que la plupart des études sont prêtes et que nous n'avons pas beaucoup de temps à passer à préparer ces projets qui vont immédiatement démarrer. Signalons que les autres ministres se sont également livrés au même exercice. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a entamé depuis hier une série de séances de reddition de comptes. Après les arrondissements de Godomé et de Calavi, et c'est le tour des arrondissements d'Akasato, de Glodigbe, de Zinvier et de Panrou d'accueillir aujourd'hui l'autorité communale. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de l'arrondissement d'Akasato en présence des délégations venues des autres arrondissements concernés. Suivez ici un extrait du discours introductif du chef d'arrondissement d'Akasato par intérim au micro de Samson Oké. Dans l'intérêt d'une communication saine et fructueuse, il me paraît important d'inviter chacun à une participation active. L'activité de ce jour, en dehors de son caractère novateur, nous permet également d'identifier à travers les interventions, les insuffisances de notre gestion au cours des années antérieures, afin de faire face aux nouveaux défis avec brio. Chers invités, population de Glodigbe, Zinvier, de Paron et d'Akasato, pour finir, je voudrais vous inviter à aller vous faire vacciner massivement afin de limiter les risques liés à la pandémie Covid-19.
Je vous l'annonçais en titre, demain 25 novembre, la communauté internationale va commémorer la journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard de la femme. Au-delà d'une journée, 16 jours sont finalement consacrés à cette noble initiative. Occasion pour l'Institut national de la femme de mener des actions visant à éradiquer ce phénomène qui freine l'émancipation de la femme béninoise. On écoute la présidente de l'Institut, Claudine Afiavi-Prudencio. Depuis 1999, les Nations Unies ont décrété la date du 25 novembre comme une date pour commémorer la journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Voilà, et le Bénin a bien noté cette date et depuis 1999 dont j'ai parlé, les clubs services du Bénin ainsi que les ONG qui travaillent dans le domaine de la protection de la femme travaillent sur le terrain, ont pris 16 jours pour un activisme sur le terrain pour pouvoir travailler sur cet aspect de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Voilà que le président de la République vient de mettre en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Voilà, et nous aussi, nous avons pris notre bâton de pèlerin et avec les clubs services, les ONG, etc., nous allons mener cette activité ensemble sur le terrain pour pouvoir bouter dehors ces violences faites à l'égard de la gente féminine. Tous les jours, à l'université, dans les services publics, dans les services privés, partout, il y a quelque chose. Il y a de viols, il y a de violences, il y a de harcèlement. Il y en a. On dirait même que les gens attendaient l'Institut national de la femme. On reçoit énormément de plaintes, assez de mémoires dans ce sens. Et il faut quand même qu'on parle sur le terrain pour pouvoir bouter définitivement dehors ce fléau. Nous travaillons avec les hommes, nous sommes avec eux. Donc dans cette lutte, mon souhait est que les hommes sortent avec nous pour pouvoir parler, développer des argumentaires sur le sujet, parce qu'il faut qu'enfin la femme ait le courage de sortir, de parler d'elle-même. La ministre congolaise chargée de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement en visite au Bénin a effectué hier 2 descentes sur le terrain, accompagnée de la présidente de l'Organisation des femmes républicaines OFR et sous le contrôle de Véronique Togne-Fondé Mewanou, ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance. L'hôte s'est rendu à l'ADA et au centre Songaï à Porte-Novo. Le compte rendu avec Laurent Roland Toneikes. Inès Nefer-Ngani, la ministre chargée de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement du Congo-Brazzaville, s'imprègne du fonctionnement des structures de production au Bénin. À l'ADA ce mardi 23 novembre 2021, elle est allée rencontrer les femmes du groupement des productrices et transformatrices d'ananas de la plateforme Cotraf. Ici, les femmes ont présenté à leur hôte le processus de production d'ananas jusqu'à la transformation. Après l'étape d'Alada, la délégation conduite pour la circonstance par la ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Togne-Fondé Mewanou, s'est rendue au centre Songaï à Porte-Novo. La visite ici a été marquée par la présentation du site et une visite guidée dans le centre. Inès Nefer-Ngani retient de ces visites la volonté de développer l'Afrique. Nous avons vu vraiment ce qu'on appelle la volonté de produire, la volonté de transformer, la volonté de vendre et surtout la fierté des produits du terroir. Et je pense que, et on le sait, l'agriculture, l'élevage doivent être des raisons, doivent être des vecteurs, des leviers pour le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons que retenir des grandes choses, prendre des contacts
et pouvoir regarder dans quelle mesure nous pouvons avoir besoin de quelques éléments au niveau de notre pays. Elle se réjouit également que les femmes soient au cœur des différentes initiatives, que ce soit à Alada ou au centre Songaï. Et sincèrement, nous sommes épatés et nous encourageons beaucoup la femme béninoise à continuer ainsi. Et nous sommes très contentes parce qu'on remarque quand même que les chefs, les directeurs dans ces centres utilisent beaucoup la femme, apprennent beaucoup de choses à la femme. Et c'est ce qu'on devrait faire partout parce que bon, au Bénin, on sait qu'il y a plus de 52%. Les femmes sont la composante de plus de 52% de la population béninoise. Et donc, je pense que c'est une très très bonne chose. Outre ses fonctions de ministre, Inès Néfer-Ngani est également la secrétaire exécutive nationale de l'Organisation des femmes du Congo. Elle était, au cours de la visite, accompagnée de la présidente de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badaro. Le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, organise dès demain son premier salon international des marchés agricoles et agroalimentaires et CIMA. Prévu pour durer 4 jours, cette annonce a été faite par Dossa Aguemon, directeur de cabinet du MAEP, lors d'une conférence de presse. Juste Fodi y était, suivons le compte rendu. La première édition du CIMA a pour thème l'agriculture béninoise à l'ère de la territorialisation, les grands défis et enjeux de la modernisation. Le CIMA, Salon international des marchés agricoles et agroalimentaires, vient révéler le potentiel des pôles de développement agricole du Bénin. D'abord, ça se concentre sur le concept de modernisation de l'agriculture, c'est extrêmement important. Et donc, il faut attirer davantage d'investissements, parce que malgré tous ces efforts, il faut le dire, il y a encore des petits points faibles. L'investissement privé, ce n'est pas encore ça. C'est vrai qu'on a des industriels qui s'installent, des nouvelles chaînes de valeur qui s'opèrent. Quand on voit ce que nous dit la BCAO, les gens font plus de crédits aujourd'hui pour investir dans l'agriculture, mais il reste que nous avons encore besoin de renforcer le secteur privé dans l'agriculture. Et donc, de ce point de vue, ce salon vise donc à présenter ce que nous sommes en train de faire, les résultats qui sont déjà là, en quoi est-ce que c'est intéressant, mais aussi rassurer les acteurs et que tout cela soit renforcé, surtout avec l'implication des acteurs du privé. Ce salon va réunir plus de 300 forains venus en majorité du Bénin et de l'international. Une série d'activités meuble le CIMA dans le respect strict des gestes barrières contre la COVID-19. On aura des animations de panels, des ateliers, des rencontres et autres activités diverses. Et ensuite, il y aura des expositions de produits, de services, des solutions agricoles et agroalimentaires pour les acteurs, et il y aura des événements dits spéciaux. Pour cette première édition, 2 différentes dates retiennent l'attention. Du 25 au 28 novembre 2021 au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou et du 2 au 5 décembre 2021 à la place Tabera à Parakou. Cyril Goubeyi, le gestionnaire mandataire de la NIP, dans cet élément que vous suivrez, passe son message de soutien à la quinzaine de vaccination contre la COVID-19 lancée le 15 novembre par le groupe de presse ITV International et d'NTV Diaspora FM. Il a aussi profité de l'occasion pour exhorter la population à sortir massivement pour se faire vacciner. On l'écoute bien sûr au micro de Stanislas Attali. Cette initiative d'IDEN-TV est une initiative qui s'inscrit dans la logique de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc vous avez pris les taureaux par les cornes pour amener nos compatriotes à se faire vacciner contre le virus de la COVID-19. Je saisis cette occasion pour demander aux usagers et administrés de l'Agence nationale d'identification des personnes, eux qui sont nombreux à se déplacer au quotidien pour demander des actes, des certificats d'identification personnelle et des cartes nationales d'identité biométrique, de ne pas oublier se soumettre au processus vaccinal.
Hors du Bénin, en Éthiopie, la situation devient de plus en plus tendue. Les rebelles tigréens se rapprocheraient de la capitale. Du coup, les Nations Unies ont décidé d'évacuer leurs employés. Et s'en sont suivis le Royaume-Uni, les États-Unis et maintenant la France qui invitent leurs ressortissants à quitter le pays. Suivez. Ils sont plus de 1000 Français à avoir reçu un courriel urgent de l'ambassade pour quitter l'Éthiopie dès que possible. Et pour cause, le contexte sécuritaire dans le pays se détériore de jour en jour. Une situation qui pousse les services de sécurité des Nations Unies à exfiltrer, d'ici à jeudi, les familles de leurs employés internationaux. Un échec diplomatique, confirmé par Jeffrey Feltman, l'envoyé spécial des États-Unis sur place. Il y a des progrès naissants dans la tentative d'amener les parties à passer d'une confrontation militaire à un processus de négociation. Ce qui nous inquiète, c'est que les développements alarmants sur le terrain avancent plus vite que ces progrès fragiles. Malheureusement, chaque camp tente d'atteindre ses objectifs par la force et chaque camp semble croire qu'il est sur le point de gagner. Une version alarmiste de la situation sur place, formellement démentie par le ministère de la Défense éthiopien. Il nie toute perte de terrain considérable des autorités fédérales au profit des rebelles tigréens. La propagande et les discours de terreur disséminés par les médias occidentaux contredisent pleinement l'état pacifique de la ville, donc la communauté diplomatique ne devrait pas s'inquiéter ou avoir peur. Un discours qui contraste avec les déclarations de son Premier ministre, Abiy Ahmed. Il avait appelé la population à prendre les armes pour défendre le pays contre l'offensive des rebelles, avant d'annoncer son propre départ sur le champ de bataille. À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. Depuis quelques semaines, le nord du pays est le théâtre de violents affrontements entre l'armée gouvernementale et le Front de libération du Tigré. Les indépendantistes ont d'abord récupéré Mekele, la capitale de la région, avant d'étendre leur contrôle aux provinces d'Amara et d'Afar. D'après plusieurs diplomates, les rebelles auraient également atteint le district de Débré-Sina, à 20 km seulement de la capitale. Une avancée considérable, toujours démentie par le gouvernement fédéral. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous et à demain.